C'est avec une délégation de chefs coutumiers conduite par Léonce Lagarde qui signait le 11 mars 1862 un traité cédant à la France les ports Rad et Mouillage d'Obok, avec la plaine qui s'étend depuis Ras Ali au sud jusqu'à Ras Doumera au nord. La nouvelle colonie française prend alors les noms des protectorats d'Obok et Dépendance. Pour la puissance coloniale, l'importance stratégique de cette nouvelle colonie sur la route des possessions impériales françaises d'Extrême-Orient, du Pacifique et de Madagascar via les canals de Suez est évidente. Donc, Obok a été la capitale de cette colonie d'Obok et Dépendance jusqu'en 1892. Elle fut pendant une trentaine d'années un dépôt de charbon pour les navires français allant ou revenant des colonies françaises d'Asie et de Madagascar. Les Français bâtissent quelques embryons d'infrastructures indispensables à leurs intérêts. La résidence du gouverneur à la garde pour loger les hôtes européens de passage, une mission catholique pour tenter d'évangéliser les populations locales, une jetée pour les navires qui mouillaient au large, quelques constructions en pierre madréponique réalisées par des commerçants originaires du Yémen ou des Aïlats, quelques entrepôts également. Mais malgré une croissance rapide de la cité d'Obok qui voyait affluer les populations du Yémen, d'Éthiopie, d'Érythrée et de la Somalie, les autorités coloniales françaises décident de transférer la capitale de leur colonie en 1892 vers les sites de Djibouti. Pour justifier ce choix, l'administration coloniale française avance plusieurs arguments. La recherche d'un port en eau profonde capable d'accueillir des navires à fort tonnage, la recherche d'une route facile d'accès et conduisant vers les hauts plateaux éthiopiens. La route Djibouti-Éthiopie est plus facile avec un relief beaucoup moins accidenté que la route Obok-Éthiopie plus difficile. La recherche de sources d'eau capables d'accueillir une population croissante. L'oued d'Ambouli, à proximité immédiate du plateau de Djibouti et du Serpent, permet à la fois d'offrir l'eau nécessaire, mais aussi un espace pour développer une agriculture maraîchère afin de répondre aux besoins de la population citadine. De lors, l'ancienne capitale de la colonie, Obok, s'enfonce dans une longue léthargie après avoir été désertée par une grande partie de ces populations qui vont accompagner les transferts des autorités coloniales vers Djibouti-ville en pleine expansion. Aujourd'hui encore, la présence des bâtiments coloniaux tels que les anciens forts et les structures administratives est un rappel constant de l'ère coloniale. Ces édifices, souvent en mauvais état, symbolisent l'occupation et l'administration française. Ils tombent tous en ruine sous le regard passif des autorités coloniales qui n'entretiennent que la résidence de Léonce Lagarde, mais aussi les cimetières marins dont les tombes sont régulièrement repeintes en blanc et le drapeau français toujours changé. Au milieu de ces spectacles de désolation et de désertion coloniale s'élève la tour Soleillé, érigée par un commerçant français qui était destiné à servir de tour d'observation et des fortins d'abri en cas d'attaque hostile. Monument que les Obokois ne comprennent plus et confondent avec un phare. D'autre part, l'embryon d'un camp pénitentiaire, un bagne pénitentiaire des travaux forcés, a été installé tout au long du XXe siècle pour y incarcérer le bagnard originaire des différentes colonies françaises et de la métropole. Mais ce projet fut abandonné une dizaine d'années après au profit du bagne de Cayenne en Amazonie guyanaise. Des aventuriers comme Henri de Montfred vont trouver en ces lieux marginalisés des terrains idéaux pour y pratiquer la contrebande. Car l'ancienne capitale désormais enclavée est à l'abri des tracasseries incessantes des autorités coloniales. Ces ruines historiques sont appelées avec dédain par les Obokois Baïti Hayou, c'est-à-dire l'ancienne Obok ou l'Obok disparu. Obok est alors redevenu une petite bourgade résiliente, trop éloignée de la capitale et qui a vécu grâce à la pêche et de l'élevage traditionnel de son arrière-pays. En somme, les stigmates de la colonisation à Obok sont visibles dans tous les domaines. Ces impacts continuent d'influencer la ville et sa population, posant les défis pour le développement et la réconciliation avec le passé colonial. Il faudra attendre l'indépendance du pays pour que cette région soit mise sur pied d'égalité avec d'autres régions de la République de Djibouti et qu'elle commence enfin son long rattrapage en termes de développement et d'infrastructure.